Bah hello Emma. Ah, ça commence direct là? Ah je sais pas. T'as l'air super. Ça fonctionne? Salut, moi c'est Vincent, le fondateur de First Stage et du coup de Réseau Pointé. Dans ce podcast, on va parler de confiance en soi, de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et surtout quels sont les bons tips pour diffuser sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est d'éviter d'avoir un zéro pointé et d'être bon sur Réseau Pointé. Bah hello Emma. Ah, ça commence direct là? Ah je sais pas. T'as l'air super à l'aise. Ouais, j'adore. T'as l'habitude d'être devant de la caméra je crois. Ouais, c'est vraiment ce que je préfère. C'est quoi ton vrai métier? Je suis personal branding manager. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. En fait, je gère le personal branding d'entrepreneurs à succès. Ok. Ça veut dire quoi entrepreneur à succès? On veut des noms. On veut des noms. On veut des noms. Des personnes qui sont plutôt très médiatisées, qui ont déjà fait un bon chemin. Ok. Qui sont déjà un petit peu reconnus et qui ont besoin de passer au level supérieur pour en question de légitimité ou d'image pour se créer des opportunités après. Et en parlant de légitimité, comment ça se fait que toi tu te retrouves à les conseiller eux? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Non, en fait, je vais reprendre ma question. Ouais. Qui t'es? C'est quoi on va dire, qu'est-ce qui a formé la Emma? Ta Ouais. jeunesse, etc., ton petit caractère. Ouais, qui je suis déjà Emma, je vais faire 28 ans, mon Dieu, ça passe trop vite, et je viens des Landes, déjà, c'est d'où mon accent très chantant. J'ai continué à grandir dans les Landes parce qu'à la base je suis née en Normandie. Je suis arrivée dans les Landes très jeune, je me suis développée là-bas, construite là-bas. Et en fait, c'est une mentalité qui est quand même assez compliquée de base. Et moi, j'ai pas eu la chance d'avoir des parents très sains. J'ai un peu grandi dans une famille un peu toxique. Je vivais beaucoup de harcèlement, que ce soit à l'école ou dans ma famille. Et du coup, j'avais pas vraiment ma place. J'arrivais pas à trouver forcément ma place quelque part. Et ça a été un peu compliqué parce que du coup, question de légitimité, dès ton plus jeune âge, tu sais très bien que tu n'as pas la place à la parole et que si tu sors un mot de ta bouche, tu risques de te faire remettre à ta place ou de te faire un peu déglinguer devant tout le monde, te faire rabaisser. Donc ça a été très compliqué en termes de construction de moi-même. Il faut savoir que j'ai commencé à travailler à mes 16 ans parce que j'avais pas trop le choix. Donc j'ai commencé au McDo. J'ai continué à travailler en tant que saisonnière. Et après, suite à ça, à mes 17 ans, je rencontre une personne formidable qui est actuellement mon copain et qui me permet de sortir de cette vie malsaine que je vivais chez mes parents. Donc je suis partie très jeune de chez eux et en même temps pour survivre il a fallu que je continue mon boulot chez McDo. Donc j'y suis restée 7 ans en même temps de faire mon bac S. Donc le lundi au vendredi c'était à fond l'école et puis le vendredi soir au dimanche soir c'était McDo. Sauf que j'ai raté la première année de mon bac parce que du coup j'étais sur tous les fronts et j'ai réussi à l'avoir la deuxième année. Et puis à 18 ans je suis passée manager chez McDo. Et puis jusqu'à mes 23 ans, au bout de 7 ans là-bas, j'en avais un petit peu marre. En termes de mentalité, j'avais besoin de beaucoup plus. Et j'étais obligée de garder un boulot pour pouvoir m'en sortir et continuer à subvenir à mes besoins. Donc j'ai repris mes études à ce moment-là. J'ai fait 5 ans d'études, plusieurs boulots différents, commercial. J'ai fait responsable marketing digital avec des sportifs de haut niveau, pareil en alternance. Et vu qu'on ne gagne pas très très bien sa vie en alternance, surtout quand tu fais un bac S, j'ai dû me lancer aussi en freelance à côté. Je faisais beaucoup de photos. J'ai acheté mon premier appareil photo pro à mes 16 ans d'ailleurs, avec ma première paye McDo. Et j'y connaissais absolument rien, mais le fait de bidouiller, j'adorais ça. Et pareil, d'opportunité en opportunité, je me créais mes petits tests gratuitement, et puis au final, ça marchait. Et donc, me voilà à mes 25 ans, d'ailleurs, où je cumule ces 3 activités-là. J'arrive à avoir mon master. Et du coup, malheureusement, mon alternance n'a pas les moyens de me prendre en CDI. Et là, c'était le néant pour moi, parce que tellement d'investissements dans ça, je m'éclatais tellement
que ça a été un peu compliqué de l'avaler. Mais il se trouve que quelques mois plus tard, j'ai dit bon, c'est pas grave, il va falloir que je rebondisse encore une fois. Il faut que... En général, quand il m'arrive quelque chose que j'aime pas trop ou qui est pas forcément cool, il m'arrive toujours des choses inattendues derrière. Et là, pour le coup, c'était complètement inattendu parce que, une petite anecdote, je vais partir au Maroc. Malheureusement, je fais le mauvais test PCR. Je ne peux pas partir au Maroc. Ça m'a encore plus énervée. Et du coup, qu'est-ce que je fais ? Je me dis, bon, tant pis, je vais me remettre à fond dans le boulot. Et là, qu'est-ce que je vois pas ? Je vois une annonce LinkedIn. Il y a un truc important que tu n'as pas dit, c'est qu'entre-temps, tu avais un petit projet personnel qui donne encore plus de valeur à cette chute que tu vas nous amener. Tu avais une maison, me semble-t-il. Ah oui, j'avais oublié ça. Pendant, je crois que c'est ma première année de master, j'arrive à faire construire ma maison avec mon copain. Donc mon premier investissement et pas des moindres. Ça y est, Emma qui a la bougeotte se stabilise. Ouais, c'est ça, avec mon copain, le plus gros des clichés avec un scénic familial, un chien, tu vois, dans les Landes. Et bon, pour l'information, c'est pas moi qui ai choisi le scénic familial, mon copain est dans le milieu automobile. Donc du coup, on avait une bonne opportunité et j'ai dû avoir un scénic. Voilà. J'ai accepté d'avoir le scénic. Mais oui, ça fait très cliché. Et donc, je peux continuer avec... Non, mais c'est important parce que là, on comprend à quel point tu as été timbré sur cette décision et tu as pris un nouveau cap qui était complètement incroyable. Ouais. Et du coup, c'était quoi cette offre que tu as reçue ? Et en fait, je vois une offre sur LinkedIn où un cher monsieur très connu que je suis depuis des années, poste, c'est Personal Branding Manager. Et donc, je ne vais pas dévoiler encore le nom, mais du coup, je me dis, c'est ça que je veux faire. Je regarde tout le cumul des expériences qu'il faut avoir pour atteindre ce poste-là. Et il se trouve qu'il y avait tout. Il y avait aussi du management, il y avait de la vision, donc avec de la photo. Moi qui suis justement dans tout ce qui est création, etc. Il y a le social media management, j'étais responsable marketing aussi digital juste avant, le commercial pour les relations presse, etc. En fait, au final, je me retrouve à tomber sur une annonce qui était le cumul de mes 10 années précédentes sur lesquelles j'ai charbonné pour m'en sortir. Je me dis, mais en fait, c'est évident. Il faut que je postule. Et au bout de 3 entretiens, plus un cas pratique, parce qu'il fallait que je présente en fait ma vision de l'entrepreneuriat, ce que je voulais mettre en avant et mettre en pratique pour cet entrepreneur-là. Il fallait que je leur envoie un cas concret, photo, vidéo, monter un petit slide, une petite presse. Et du coup, je l'envoie et il se trouve que ça fonctionne. Donc, au bout de tous ces entretiens-là, j'arrive à décrocher le fameux visio avec cette personne tant convoitée, qui est Anthony Bourbon. Et donc, au lieu de 45 minutes, on a resté pendant 1h30 ensemble à parler, à échanger. Et forcément, mon parcours lui faisait écho parce que lui, il avait vécu la même chose. Il me dit, écoute, à ce moment-là, moi, j'aime bien ton profil. C'est pas moi qui suis censée te le confirmer, mais je te le dis, j'ai vraiment envie que tu travailles avec moi, avec nous. Mais sauf que tu commences à Paris dans 5 jours. Et donc, me voilà en petite landaise avec ma stabilité. Pas du tout, je connaissais pas du tout Paris. Qu'est-ce que c'est, les tramways, les RER, les métros, mais qu'est-ce que c'est ? Et au final, j'en reviens à me dire, mais un petit peu à ce moment-là, tu te dis, est-ce que je fais les bons choix ? Parce que comment ça va se passer ? Moi, j'ai une stabilité avec mon copain depuis, à l'époque, ça faisait 7 ans. Comment on fait ? Comment on arrive à trouver un équilibre ? Et il se trouve qu'il m'a dit à ce moment-là, tu m'en parles depuis un moment de ce gars-là. Encore 2 mois avant, je lui montrais les vidéos parce que je trouvais que les idées étaient hyper cohérentes et je trouvais ça cool. Pas de là être fanatique, mais je trouvais ça vraiment cool que quelqu'un, puisse dire, voilà, moi, ce sont mes idées et je voudrais que ça se passe comme ça. Et il m'a dit, écoute, c'est l'opportunité de ta vie. Moi, quoi que tu décides, il faut que tu le fasses à fond. Donc, t'y vas. Moi, je t'attends. Il n'y a pas de problème. On trouve des solutions. Si tu dois revenir 1 fois par mois, t'as toujours la maison. On est toujours ensemble. Il n'y a rien qui bouge. Mais par contre, il faut que tu le fasses et que tu le fasses à fond. C'est l'opportunité. Et donc, du coup, au bout de 2 jours, j'ai revalidé et je suis partie à Paris.
C'était incroyable. Bah, c'était le saut un peu dans l'inconnu. Sauf que du coup, j'avais pas de stabilité. Enfin, j'avais pas un toit à Paris même. Je devais... parce que moi, du coup, j'ai pas de famille non plus à Paris. J'ai coupé les ponts avec ma famille déjà depuis un petit moment. Et par contre, j'avais ma belle famille sur qui j'ai pu compter, mais qui était à 2h30 en transport des bureaux où j'allais travailler. Et donc, me voilà chaque matin à faire 2h30 de trajet, me faire la journée entière, donc dans les bureaux pour travailler pour Anthony. Et le soir, revenir, 2h30 encore de transport. Et j'ai fait ça pendant longtemps. C'était hyper fatigant, j'étais extrêmement investie parce que je voulais apprendre. Et je trouvais que c'était chouette. J'ai vu, grâce à lui et grâce à son staff aussi, parce qu'il n'est pas tout seul, notamment grâce à Mélanie, j'ai pu apprendre des choses qui aujourd'hui me sont... voilà, c'est ma base. Et le fait d'avoir connu cette exigence-là, ces visions et ce niveau de perfectionnement, en fait, ça m'a permis de m'apprendre beaucoup de choses. Et au final, je me suis dit, au bout de quelques mois, à bien charbonner comme il faut. Si Anthony en a besoin, certainement que d'autres personnes, d'autres entrepreneurs en ont besoin. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut savoir aussi que j'étais en CDI pour Anthony. Et ça, c'est plus en termes de mindset. Je pense que le fait d'être en CDI ne me convenait pas forcément à moi en termes de statut. Le fait d'être redevable, en fait, je trouvais que ça me bloquait beaucoup. Inconsciemment, ça me bloquait beaucoup. Je sais pas comment l'expliquer d'ailleurs. C'est un frein que je me suis mis toute seule, je ne sais pas pourquoi. Mais le fait d'être dans l'entrepreneuriat, d'être beaucoup plus libre comme j'ai pu être en freelance, etc., c'est quelque chose qui me convenait plus. Donc c'était aussi quelque chose qui me correspondait mieux et que je voulais vraiment développer après. Et suite à ça, en fait, le contrat s'est arrêté. Et en fait, de recommandation à recommandation, j'ai commencé à retravailler avec d'autres personnalités, et puis une autre, et puis une autre. T'as quelques noms ? Stanislas Gruau, Caroline Girardot, Nina Ramen, pour des petits trucs, Étienne Alcouf, que tu as reçu tout à l'heure. Plein de belles personnalités sur lesquelles je suis extrêmement reconnaissante pour leur confiance. Parce que si on fait ma jeunesse, mon enfance versus maintenant, au final, pas grand monde n'aurait mis un copec sur moi. Et au final, d'aussi beaux talents, d'aussi belles personnalités, me disent, ils savent qu'ils peuvent m'appeler s'ils ont le moindre doute, s'il y a besoin. C'est assez incroyable. Je suis hyper reconnaissante. Donc, je l'ai bossé comme une dingue, mais c'est trop beau. C'est génial. Et du coup, tu dois avoir forcément un talent, parce que pour suivre autant de personnes et les accompagner au jour le jour, c'est quoi ton métier ? Est-ce que tu peux nous en parler réellement ? Qu'est-ce que tu fais pour ces gens-là ? Je suppose que c'est pas choisir leurs vêtements le matin, ça va un peu plus loin. Non, alors non, il n'y a pas que ça. Je suis pas styliste. Il y a toute une question de direction artistique, il faut que tout soit cohérent en image. C'est-à-dire que si tu prends... un Elon Musk et que tu le fais se mettre avec des jeans troués, etc. Il faut que ce soit quand même assez cohérent. Donc, en fait, nous, le Personal Branding Management, on le travaille sous 3 axes. Donc, le Social Media Management, toute la création de contenu et toutes les relations publiques. Okay. Donc, suite à ça, tu vas établir, pour vulgariser un peu, le calendrier éditorial avec tous les événements et comment on rebondit sur les sujets, etc. Ça, c'est un peu la finalité, ce qu'on fait actuellement. Mais avant d'arriver à ici, il y a tout un travail en amont qui doit être fait, parce que tu ne vas pas communiquer sur une personne. Tu ne vas pas communiquer de la même manière pour un Anthony Bourbon que pour un Stanislas Gruau, que pour une Caroline Jurado, par exemple. C'est 3 profils qui sont complètement différents, et il faut savoir aussi analyser et s'adapter et se mettre dans la peau de la personne pour pouvoir communiquer de la bonne façon et comme elle aurait pu le faire. Du coup, c'était quoi ta question ? Du coup, ma question, c'est on veut du concret. Concret. Concrètement, pourquoi qu'est-ce que tu fais au jour le jour pour ces personnes-là ? En quoi ça les aide et quel est l'impact pour l'entreprise ? Parce que je suppose que c'est pas pour un orgueil personnel qu'ils le font, il y a un but, une finalité derrière.
Et comment est-ce que justement tu les accompagnes sur ces différents leviers? Et c'est quoi ta journée type? Déjà, j'ai pas de journée type, mais par contre, ce que je peux, comment le dire, ce qu'on peut faire, en fait, j'ai un truc entre comment t'en viens là, parce que tu peux, comme je te disais, tu peux pas communiquer de la même manière pour une Caroline Jurado qui, elle, est une pure créatrice de contenu. Son business, c'est elle. Et comme un Stanislas Gruot, par exemple, lui, son business, c'est Explora Project. C'est pas lui. Ça va renforcer, ça va donner de l'impact à son business ou lui, à son image, à son image. Mais disons qu'on va avoir plutôt deux façons de fonctionner. Une Caroline Jurado, une Nina Ramen, où là, on va venir l'appuyer avec la création de contenu. Donc, ça va être... Eux, ils vont travailler sur tout le fond et nous, on va l'aider sur comment le mettre en forme. Donc avec, par exemple, de la photo, de la vidéo, une stratégie concrète, mais pareil, qui correspond à chaque entrepreneur. Il n'y a pas une bonne façon de faire. Il y a vraiment plein de façons de le faire. Ou alors, la problématique des CEO, c'est que eux, au final, leur vrai business, c'est leur start-up et c'est pas eux-mêmes. Et ils n'ont pas le temps concrètement de le faire. Donc c'est là où on passe sur une autre façon de faire et on va travailler tout ce qui est leur brand platform, donc why, valeur, mission, promesse, essayer de comprendre d'où ils viennent, où ils en sont et où est-ce qu'ils veulent aller. Okay. Et suite à ça, établir une stratégie concrète, parce que nous on fait uniquement de l'opérationnel, on fait pas juste du coaching. C'est pas, eux, ils ont pas le temps. Donc, c'est typiquement créer un mois, un calendrier éditorial de tous les sujets qui vont sortir, suivant les codes de chaque réseau social. Par exemple, pour LinkedIn, ça va être telle stratégie. Instagram, ça va être telle stratégie. TikTok, celle-ci. Et en même temps, capter aussi tous les contacts médias presse pour que ça soit cohérent avec les sujets, l'audience, les budgets aussi. Et en fait, mon travail... c'est que tout se coordonne. Et donc, suite à ça, donc j'ai eu la chance d'être recommandée qu'il a fallu que je m'entoure. Et donc, j'ai créé l'agence Founder, donc Founder comme le fondateur. Et du coup, on est quatre chez Founder. Donc, moi, je suis là pour superviser, chapeauter que tout soit cohérent avec là où on veut aller, avec les objectifs qui sont chaque personne. Il y a Léa qui est sur la partie social media management, Mathis avec qui j'ai travaillé d'ailleurs pour Anthony Bourbon, qui m'a rejoint sur le pôle créa, et Quentin sur la partie relations presse, qui est juste derrière, relations presse, médias. Et on a d'autres, il y a d'autres personnes aussi qui rentrent en jeu parce qu'il y a 10 freelances en plus qui travaillent avec nous. Ok, stylé. Donc du coup, si je dois résumer, tu fais des CEO d'entreprise, des ambassadeurs de leur marque pour créer une désirabilité, que ce soit pour les clients ou pour tout ce qui va être support presse, les médias, ainsi de suite. Donc finalement, tu en fais un outil à part entière pour que ça donne encore plus envie de venir dans l'entreprise. C'est ça, et en même temps, en fait, on crée... alors oui, mais en même temps, on fait toujours très attention qu'ils restent porte-parole de leur propre entreprise, parce qu'il faut que ça serve à leur image, qu'on s'accroche à leur image, parce que c'est beaucoup plus facile de communiquer pour une personne et de créer de l'émotion avec une personne pour que ça découle sur l'entreprise. Et il faut vraiment réfléchir ça de manière complémentaire et pas juste on prend cette personne-là et on s'en fout de leur start-up, pas du tout. Et en fait, on va travailler aussi avec, avec le staff de la boîte pour que ça reste cohérent et pouvoir intégrer aussi les moments forts, les actus chaudes dans les calendriers des entrepreneurs pour qu'il y ait une vraie cohérence entre les événements, les actualités, etc. Et du coup, je suppose que même eux, personnellement, ça doit leur apporter quelque chose parce que ils n'ont peut-être pas forcément le temps de prendre le recul, de penser à eux-mêmes, de voir où ils en sont. Et ça doit peut-être leur faire gagner en confiance, voir les stratégies qu'ils peuvent employer. Est-ce que ça a des impacts directs sur les CEO? Ouais, suivant en fait leur objectif aussi, on va travailler tout ce qui est posture. C'est-à-dire que comme tu as pu le voir pour des personnes avec qui on travaille qui sont déjà venues ici, on prépare un brief, on regarde aussi au niveau des objectifs ce qui est attendu pour l'orienter suivant les objectifs et tout. Et pour répondre à ta question, forcément qu'il y a aussi ce côté posture
et beaucoup de notions de PNL, je ne sais pas si ça te parle, programmation neurolinguistique, et qui rentrent aussi en jeu, c'est-à-dire que forcément, si tu vas te présenter comme ça, ou si tu vas te tenir droit avec une belle posture, etc., avec de l'éloquence et le choix des mots et tout, forcément, tu ne passeras pas le même message. Et en fait, ça passe aussi avec cet accompagnement-là, justement, de ne pas laisser le CEO comme ça lâché dans la nature, parce que lui, il ne peut pas avoir forcément un bon recul sur lui-même. Mais par contre, s'il y a quelqu'un qui est hyper attentif à ce qu'il va faire, qui connaît les objectifs et qui connaît vraiment tout le côté 360 et qui a cette vision 360, il va pouvoir après le rediriger et lui dire attention, là tu vois, là ça va pas avec nos objectifs, ou c'est pas nécessaire, ou mets plus de chiffres, vas-y, donne de la preuve sociale, appuie tes termes. Et donc en fait, c'est tout ce travail-là qu'on vient faire aussi en complément pour travailler le personal branding. Parce que le personal branding, c'est pas juste faire des textes sur LinkedIn, c'est beaucoup plus vaste que ça, et il faut vraiment penser vision 360. En fait, t'es le tuteur et manager du CEO. Écoute, il n'a pas au-dessus de lui, quoi, en fait. Écoute, j'apprends, mais en fait ça s'est fait hyper naturellement, parce qu'à la base, comme je te disais, c'était juste une question de stratégie social média et presse, média presse, et au final c'est devenu en fait une évidence, des choses qu'on voit. Attention, prépare ça, ou fais-toi plus comme ça, ou pense la dernière fois. Tu vois, moi je vois des évolutions en termes de charisme de personnes qu'on accompagne, mais qui sont juste folles. Et tu vois, avec des tics de langage où ils en avaient même pas conscience. Et en fait, je leur dis, fais gaffe. Et à chaque fois, en fait, au final de les reprendre, hop, ils se reprennent et ils se disent, ok. Et maintenant, ils ont une éloquence, mais qui est folle. Leur message est hyper pertinent et fluide. Ouais, et clair et percutant. Donc c'est ce qu'on vient de travailler, c'est vrai, c'est pas juste écrire des posts ou des choses comme ça, c'est penser 360. Et du coup, en fait, tu te retrouves, on parlait de tic de langage, on a fait un podcast avec Pascal Aumont, qui fait les prises de parole, les conférences sur les disques et les personnalités. Et il a appuyé vraiment là où ça fait mal, je dis du coup tout le temps. Et ce qui est incroyable, c'est que j'y avais jamais fait gaffe. Et avoir un point de vue extérieur, tu te rends compte que effectivement, tu peux avoir des choses qui sont tellement habituelles pour toi que tu t'en rends pas compte. Et quand il m'a dit essaye de retirer du coup, j'étais là, ok, j'avais plus aucune accroche de relance des phrases. Tu te rends compte que du coup ton champ lexical et ta grammaire elle est super pauvre, que ta syntaxe pareil. Et du coup tu commences à travailler dessus et c'est super dur. Et je pense que c'est vraiment précieux d'avoir quelqu'un comme toi. Et je pense que du coup vraiment c'est pas juste la stratégie et l'enrobage. Tu dois aussi agir, je pense, sur la confiance en soi et l'accompagnement. Parce que tu dois avoir des CEO qui sont naturellement bons en prise de parole et d'autres qui deviennent des grands CEO parce qu'ils sont très bons en produits, en technique, peut-être un peu introvertis, et ils ont besoin de cet accompagnement pour s'ouvrir. Est-ce que tu as des cas comme ça, sans citer de nom, mais juste nous expliquer l'étendue du besoin et des compétences? En fait, dans le personal branding, nous, ce qu'on fait en plus avec l'agence, et on s'est naturellement positionné comme ça, c'est sur les entrepreneurs à succès, qui sont déjà médiatisés. Et en fait, même s'ils sont déjà médiatisés, ils n'ont pas forcément tous la même expérience. Et c'est le fait de le travailler en amont et qu'ils voient aussi qu'on le fait avec bienveillance et avec préparation, où ils se disent « Ok, je sais pourquoi je le fais », parce qu'il y a aussi cette explication. Je sais pourquoi je le fais, il faut que je le mette en place. C'est constructif ce qu'elle me dit. Et donc, petit à petit, on arrive à avoir cette confiance-là. Qui se crée. Qui se crée. J'avais un autre truc à dire d'ailleurs, mais il m'a échappé. Peut-être que par rapport à ce climat de confiance, ça te permet aussi d'être peut-être un peu plus agressive. Oui, c'est ça. Sur les sujets que tu veux aborder avec eux. Alors, ça dépend vraiment de chaque personnalité et c'est un peu comme un coach. Pour moi, c'est un peu comme un coach sportif. Et d'ailleurs, un des coachs sportifs que j'aime, je crois, le plus. Vraiment par son histoire, son parcours qui me parle, c'est Patrick Mouratoglou, le coach de Serena Williams, qui a été coach de Serena Williams. Et en fait, il dit que chaque personne est complètement différente. Et c'est ce qu'on cherche à faire, c'est par exemple, j'adore cette anecdote. Serena Williams lui demande de la coacher pour Wimbledon ou un truc comme ça, où elle perdait déjà depuis un moment. Et tu vois, Serena Williams, charisme de fou, il lui a dit, écoute,
Si mon autre coaché veut bien, j'accepte. J'accepte de te coacher pour ce grand tournoi, pour ce grand moment. Et à ce moment-là, donc, il le fait. Sauf qu'au premier entraînement, elle arrive comme ça sur le plateau. Elle le calcule même pas bonjour, etc. Et en fait, suivant le cas, tu vois, une Serena Williams dont tout le monde a peur d'elle, elle est imposante, c'est une nana qui a un gros charisme. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que il reste silencieux, comme ça aussi. Et à un moment, il lui tape fort comme ça sur la visière. Il dit « Je crois que tu n'as pas compris à qui tu avais affaire. » Donc déjà, il y a plusieurs règles à faire avec moi. Si tu veux qu'on continue à travailler ensemble, de 1, tu me dis bonjour, ça s'appelle le respect. Et quand je te parle, tu me réponds, ça s'appelle aussi le respect. Et en fait, je trouve ça fou parce qu'il parle aussi dans cette interview-là de d'autres personnes qui, justement, ne peuvent pas être coachées comme une Serena Williams. Mais tu vas en avoir une qui est continuellement, elle est habituée à ce que tout soit vrai. Non, justement, que tout soit merdique. Okay. Et donc, du coup, en fait, pareil, si tu veux coacher cette nana-là comme une Serena Williams, tu sais que c'est la défaite assurée, tu sais que tu peux pas en tirer quelque chose d'elle. Et donc, c'est cette capacité à s'adapter à l'humain qui, je trouve, est incroyable et tellement riche de savoir et d'expérience et d'apprentissage. Et donc, en fait, on parle d'une Serena Williams, etc., mais c'est aussi valable pour les humains de manière générale. Donc forcément, tu ne vas pas... il va y avoir des personnalités où ils vont avoir besoin que tu fasses les choses pour eux, et ils vont te suivre naturellement. Et tu vas en avoir d'autres où justement, il faut que tu leur fasses croire, il faut que tu leur fasses penser que c'est eux qui ont la main et qu'on s'adapte. Et donc en fait, c'est comment tu vas réussir à avoir le résultat que tu veux. Donc c'est pas ce que tu vas lui dire, c'est comment il va le comprendre et comment il va l'interpréter. Et comment tu vas l'amener à l'objectif. Et donc c'est ce côté-là où, donc ce que tu disais, c'est qu'est-ce que tu leur apportes, c'est complètement différent en termes de coaching, si je peux appeler ça comme ça, ou de besoin. Il faut vraiment savoir s'adapter et avoir un esprit vraiment d'analyse pour savoir comment toi te positionner par rapport à cette personne-là pour que tu puisses, pour que tu puisses répondre à ses réels besoins, mais que ce soit à tous les niveaux. Hein. Je ne parle pas juste en termes de parler devant du monde, c'est aussi comment tu vas lui faire accepter l'idée que tu vas passer à 3 reels par semaine, ou tu vois, je te donne un exemple vraiment bateau, 3 reels par semaine alors qu'il en veut 6, tu vois. Donc en fait, c'est tous ces mécanismes humains aussi qui sont hyper cool, tu vois, à apprendre. Donc en fait, tu es en train de me dire que même si on voulait en faire une fiche synthétique des good tips pour le personal branding, on ne pourrait pas, puisque ça dépend vraiment de la personne à chaque fois. Exactement, et je dirais même plus que le personal branding, théoriquement, tu peux l'appliquer à n'importe qui, mais en pratique, pas tout le monde n'est capable de le faire. N'est pas capable d'avoir son propre personal branding mis en avant. C'est plus facile sur des CEO quand même. Ça dépend. Il y en a, c'est pas... Ouais. Il y en a, c'est pas tout rose. Oui, tu dois jouer tu dois avoir à faire des personnalités... Ouais. Elles sont... tu vois, il y a certaines personnalités... t'as plutôt intérêt de te taire et que chaque mot qui doivent sortir de ta bouche soit impeccable et hyper juste. Parce que sinon, t'as même pas de considération. Mais par contre, quand t'arrives à avoir leur confiance, quand ils arrivent à comprendre que tu les as compris, que tu t'adaptes et que c'est pertinent ce que tu dis, mais ils sont tout oui, ils sont ouverts et limite, tu peux leur dire t'as fait de la merde et ils te disent ah ok, je comprends. Mais parce qu'ils savent... Mais parce que t'as personne aussi qui leur dit qu'ils ont fait de la merde. Parce que quand t'as un gros charisme et une grosse personnalité, dans un groupe de 100, 200, 1000 personnes, qui va avoir les couilles de dire écoute mon coco. Et puis il faut pas se mentir. Tu te retrouves tout seul en fait. Ouais, c'est ça. Et le chien qui se mord la queue. Parce que plus tu vas être fort et plus tu vas être, on va dire, parce qu'on voit beaucoup sur LinkedIn, un bon leader et quelqu'un qui accompagne. Oui, mais en fait, un leader, c'est aussi, j'aime bien dire, un général de conquête, parce que dans le business, tu es toujours en compétition contre des concurrents, tu es en temps de guerre, et si tu n'as pas un leader aussi qui va gueuler plus fort que celui qui est en face, tu te fais coquer par tes concurrents. Donc c'est un espèce de jeu à double casquette. Et ça, comment est-ce que tu le gères ? Personnellement ? Non, pour les profils que tu suis. En gros, quand tu vas avoir... Anthony Bourbon, c'est pas vraiment un bon exemple parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrence en face sur les services.
Mais tu prends Stanislas Gruot, Explora Project, t'as plein de boîtes qui font ce genre de choses. Et il passe dans Qui veut être mon associé, comment est-ce que tu fais pour qu'il se démarque. Tu vois, tu crées une histoire autour de ces personnes-là en vue de la concurrence. Et même si c'est quelqu'un de très agressif dans son business et son projet, c'est quelqu'un, putain, on a envie de le rencontrer, de lui serrer la main, je sais pas, il dégage quelque chose. Ces histoires, tu les crées et tu les écris ou tu fais exprimer des traits de caractère qui existent déjà? Je vais parler de manière globale parce que là, pour le coup, c'est une trame que tu peux appliquer à n'importe qui pour le mettre en application. C'est ce qu'on appelle du coup la brand platform. Donc, le why, tes valeurs, mission, promesse. Donc, tes valeurs, tu peux les savoir, par exemple, en interrogeant tes 5 personnes qui te sont les plus proches et tu leur demandes... pas comment ils te définiraient quand tu es là, mais justement quand tu n'es pas là, quand tu es en dehors de la pièce. À des inconnus, comment ils te caractérisent. Et donc, du coup, si tu fais déjà le cumul de ces traits de caractère... C'est super chaud, ça. Ouais, c'est pas facile, mais au final, tu arrives quand même à savoir... tu arrives quand même à déterminer les trois plus grandes valeurs qui te définissent. Tu arrives à le savoir assez rapidement, c'est ce qui revient. Et au final, moi, de tout ce que j'ai pu voir, c'est que les personnes les plus proches de ces founders, ils se prêtent au jeu. Et du coup, ils le disent, ils partagent volontiers ce qu'ils pensent de ces personnes-là. Donc, tu as ça et aussi pourquoi tu es fait, qu'est-ce qui t'anime tu vois, dans ta vie. On a tous des je sais pas si on peut vraiment le définir comme ça, mais des traumatismes qui fait que tu as une mission de vie, tu te dis... voilà. La mienne, pour donner un exemple, on m'a pas donné la parole quand j'étais plus jeune, ça a été compliqué, personne ne voulait connaître ma vision, avoir un débat. Moi, j'allais pas bien à l'école, j'étais mauvaise parce que ça se passait hyper mal, et en même temps, dans mon foyer, on croyait pas en moi, on me donnait pas la parole, et en fait, naturellement, je me suis dit, mais pourquoi ? Parce que moi aussi, j'ai des choses à dire avec les adultes, et j'ai une vision, tu vois, à exprimer. Et naturellement, en fait, ce qu'on me demande aujourd'hui, c'est on me paye pour que je donne ma vision de chaque entrepreneur. Et tu vois, pour moi, c'est quelque chose qui me prend là. C'est que toi, tu as quelque chose à nous dire. T'as quelque chose, on a tous à apprendre de quelqu'un. Toi, tu as des valeurs, tu as une expérience, tu as un vécu. Il y a forcément des choses où tu te dis, voilà, ça, c'est un truc. Moi, je suis contre l'injustice, ou je veux qu'il y ait de la méritocratie, je veux que ça fonctionne comme ça. Et on a tous à apprendre des uns et des autres. Donc, au final, se créer la brand platform, c'est quelque chose qui est commun à tout le monde, où tu peux l'appliquer facilement. Et c'est savoir aussi d'où tu viens, en termes de storytelling, où tu es et où est-ce que tu as envie d'aller. Et suivant ça, si tu dis, moi, je suis bien dans ma vie, là, et puis j'ai pas forcément envie de plus me développer, ok, on va établir cette stratégie-là, on va plus se concentrer sur un storytelling, des valeurs, des actus chaudes, de l'analyse, etc. Ou si tu as vraiment envie d'aller loin, par exemple, non, je peux pas donner d'exemple pour des personnes qu'on accompagne, mais s'ils ont envie de devenir la prochaine licorne ou d'avoir une image qui est aussi forte qu'un Éric Larchevêque ou quelqu'un d'autre, forcément tu vas pas mettre les mêmes choses, tu vas pas raconter les mêmes choses non plus. Il faut aussi que tu aies conscience de à qui tu veux t'adresser pour atteindre tes objectifs, etc. Donc en soi, cette trame-là, tu peux la prendre et la réadapter à n'importe qui. Et dans ta brand plateforme, tu mets en considération la puissance de la marque. Ce que je veux dire par là, c'est, je vais prendre 2 exemples auxquels je pense. Tu prends même plus que ça, Anthony Bourbon aujourd'hui, Anthony Bourbon est plus fort que Feed en pouvoir de marque. Par contre, tu prends un Justin Hutto avec Respire, t'es quasiment kiff-kiff aujourd'hui, c'est-à-dire que Respire limite arrive aussi puissant, voire plus puissant que Justin Hutto. Et pareil, tu prends Guillaume Libaud du slip français, le slip français est quasiment aussi puissant que lui. Comment est-ce que dans la stratégie que tu vas mettre en place avec les CEO, les founders, tu choisis justement de caper, de mettre plus en avant le CEO ou juste qu'il soit présent pour défendre la marque ? Ça, c'est vraiment un calcul que vous faites dans la stratégie ? Disons que ça vient en général naturellement, c'est-à-dire que chaque founder a une idée déjà précise de là où il veut aller, s'il a envie de briller plus qu'une marque ou autre. De manière générale, normalement, c'est toujours
c'est plutôt l'entrepreneur, enfin le founder qui brillera plus parce qu'il y a ce côté humain, émotion, faire partager des choses qui sont beaucoup plus simples. Après, il y a beaucoup de choses qui expliquent aussi, si tu regardes, si tu analyses vraiment les boîtes avec leurs founders, il y a des choses qui sont assez évidentes. Tu vois très bien que les résultats, il y en a qui sont accompagnés et d'autres qui ne le sont pas. En termes de personal branding, il y en a qui le font depuis day one tout seul et du coup ça peut un peu s'essouffler et donc du coup tu as ce truc, tu vois, où le business reprend un peu plus de force que l'entrepreneur. Ça peut s'expliquer de plein de choses. Après, est-ce que c'est vraiment voulu ? Je pense que oui, tu peux établir ta stratégie et aussi soit fonctionner en 100%, ou si tu as le founder qui à un moment se dit écoute, c'était un business juste de passage et moi après je veux me développer ma marque pour pouvoir faire des conférences, pour pouvoir faire mon business et que moi je sois ma propre marque et du coup mon propre gain, que je puisse générer du chiffre d'affaires par mon image aussi. Un très bon exemple, c'est Mike Horn. Il est passé d'aventurier à conférencier. Par exemple. Donc, tu vois, tout ça se travaille. Il y a vraiment beaucoup de clés et il y a beaucoup de chemins, en fait, pour accéder aux objectifs. Ok. Et est-ce que tu penses qu'au sein d'une entreprise, quelle que soit, on va dire, la valeur marketing et l'appétence à la visibilité digitale, parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à mettre sa tête en première de devanture, est-ce que tu penses que des services marketing ou communication peuvent déjà se pencher un peu sur ce sujet de personal branding pour le travailler pour leur CEO au sein d'une entreprise, et est-ce que c'est utile ? Je pense que c'est... Oui, je pense que c'est utile parce qu'il y a aussi ce côté d'accroche, de faire passer des émotions et de fidéliser aussi et d'accrocher avec le personnage. Donc, du coup, ça, c'est... J'ai perdu ta question. Mais j'ai perdu ton... Ma question, c'était un peu, est-ce que aujourd'hui, dans n'importe quelle société, même si les CEO ne sont pas forcément... tu prends un grand industriel, il peut te dire, je m'en fous un peu d'aller sur LinkedIn, il ne comprend pas le truc, sauf qu'en fait, si ce CEO met sa tête sur LinkedIn, défend les valeurs de sa boîte, ça va être plus simple pour le recrutement, les jeunes acheteurs vont avoir envie. Est-ce qu'il y a un rôle à jouer aussi et une utilité pour les services marketing et communication à commencer à travailler et renforcer ce personal branding de leur CEO aussi fortement que la communication d'entreprise ? Ouais, je pense que ça donne toujours du plus. Après, le mettre en interne, c'est quand même, faut trouver quand même... Je pensais pas forcément à l'interne, ça peut être de l'externe. Ah oui, ok, oui, l'externaliser, oui, forcément, ça peut rapporter que des choses, même en termes d'image, s'ils veulent redévelopper après une autre boîte, ils ont déjà créé une communauté qui va les suivre, donc du coup, quand ils vont vouloir créer une autre marque, naturellement, en fait, ils vont savoir que ils ont confiance déjà en cette personne-là, ils accrochent avec leurs valeurs. Ça fait aussi cet esprit communauté qui est très renforcé. Donc, ou sinon, que ce soit avec des partenariats, ou ça dépend vraiment... encore une fois des objectifs, parce qu'il y en a s'ils se disent non, moi je suis bien dans l'ombre, je gagne déjà tout ce que j'ai envie et puis j'ai pas envie, tu vois, j'ai envie d'être tranquille, tu vois, et c'est ok, mais je pense que tous ceux qui ont pigé que le personal branding pouvait leur apporter beaucoup, ils ont forcément une longueur d'avance. Et tu penses qu'il y a un lien entre personal branding et marque employeur pour les entreprises aujourd'hui ? C'est une très bonne question. Je pense que ça renforce, la marque employeur forcément renforce ça en termes de valeur et le côté humain. Enfin, tu mets encore plus d'humain dans une marque, c'est canon, donc ouais, carrément. Où est-ce que tu vois Founders dans, allez, on va dire 1 an ? Dans 1 an ? Ah, ça va, c'est court. Ah oui, c'est court terme. Court terme. Où est-ce que je vois Founder dans 1 an ? Écoute, j'espère qu'on aura la chance de pouvoir travailler avec d'autres, encore plus de personnalités et qu'on pourra grossir et partager ce côté d'ambition et de faire partager un message fort, parce que ce qu'on adore le plus, c'est de promouvoir les personnes à impact, ceux qui ont quelque chose à dire et ceux qui veulent prendre la parole et ceux qui osent aussi pour mettre en lumière des idées fortes, des choses qui peuvent faire avancer le monde. Donc voilà, Founder dans 1 an et après on verra.
Dans un an minimum. Ouais. J'aime pas faire des plans sur la comète. Moi, je me concentre plutôt sur je me focus sur le step jour by le jour. step. Tu vois, me dire chaque jour, vraiment, il faut qu'on se concentre de faire mieux. Chaque jour. Bah, ça réussit puisque c'est du bouche à oreille aujourd'hui. Ouais, non, mais carrément. Mais même, c'est aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais je fais beaucoup de photos pour une boîte de production. Et le fait d'avoir juste acheté, par exemple, mon premier appareil photo pro à mes 16 ans, d'avoir juste bidouillé sans avoir pris de cours ou quoi que ce soit, au final, l'année dernière, j'ai eu la chance de pouvoir shooter DJ Snake, Orelsan, Diplo. Je suis partie à Los Angeles pour shooter Venus Williams pour Lacoste. J'ai shooté Nike pour. Mais tu vois, c'est une question de. Si j'avais pas fait ces petits shootings comme ça bénévolement, etc., j'aurais pas fait ça l'année dernière. Et je pense que c'est en même temps prendre le temps de bien construire les process, de bien construire ta team qui est vraiment OK avec toutes tes valeurs et de faire chaque jour, tu vois, quelque chose de mieux, de mieux, de mieux. Moi, ce que je vois, c'est déjà en 10 ou 12 ans que je suis dans le monde professionnel, il m'est arrivé que des trucs folles. Donc, je me concentre plutôt sur step by step. Je sais où il est mon objectif, mais on le fait petit à petit, petit pas par petit pas, tu sais. Mais en général, ça me réussit plutôt bien, donc je préfère pas faire de plan sur la comète. Question piège pour une des dernières questions. Non. Marque ou image de marque, c'est quoi le plus fort? En gros, entre ton produit et ton image de marque, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Oh, c'est super dur. Ah, c'est moche. Ah, c'est très très moche de me poser cette question. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Hein. Ah ouais. Mm. C'est laquelle, la poule ou de l'œuf? Ouais. Le premier. Ouais, En fait, c'est tu prends qui a fait l'œuf ou qui a fait la poule, tu vois. En vrai, premier, aujourd'hui, c'est- tu prends tous les gros founders que tu vois en avant, ils ont des produits de ouf, mais est-ce que s'ils n'étaient pas là, le produit sera pareil? Est-ce que si le produit n'était pas ouf, il serait là? Mais c'est pas moi qui dois répondre, c'est ton avis. Non, concrètement, est-ce que tu penses que le produit est plus fort que la marque ou est-ce que c'est la marque qui est plus forte que le produit? Moi, je pense que c'est la marque qui est plus forte que le produit. Parce que si tu as une super image, on le voit, c'est vraiment bas de gamme comme exemple. Mais par exemple, tu vois, tout le côté télé-réalité, le produit pouvait être merdique. C'était l'image, c'est grâce à l'image que les gens pouvaient, et l'influence que les gens en fait achetaient le produit même s'il était merdique. Donc malheureusement, si tu as un super produit mais que tu n'as pas une bonne image de marque, il se vendra moins. Donc est-ce que tu préfères côté éthique ou côté business, de quel côté tu vois, un peu pilule rouge ou pilule bleue, laquelle tu prends, c'est un peu ça quoi. Donc moi de mon côté je suis toujours pour la qualité, mais en même temps j'ai cette notion d'image de marque, donc on va dire le combo des deux c'est très bien. Ouais, Voilà, je m'échappe. Tu peux prendre un exemple brillant comme Étienne qu'on avait tout à l'heure avec Gento, qui te dit nous on a une forte image de marque et ça nous permet par la confiance qu'on a eue sur le premier produit de développer d'autres produits. Complètement. Donc la première image de marque ils l'ont eu grâce au produit, mais Ouais. c'est ce qui a construit la marque et une fois que la marque elle est plus puissante, Mm. tu peux développer tous les produits, t'as tout le monde qui suit. Mais tu vois, c'est marrant parce que je pense que on est dans le même schéma avec Founder. On fait attention à ce que notre produit soit impeccable. On a la chance, c'est qu'on a été que recommandé et tout. Donc il y a ce côté confirmation et se dire, ok, on a validé les process, justement le produit est cool, on est recommandé. Ah, du coup, l'image, forcément, on est directement assimilé à des personnes à forte valeur. Et donc, l'image de marque est en train de se créer comme ça. Donc c'est vrai que je pense qu'on est clairement dans ce même process que Étienne. Je nous souhaite toute la réussite d'Étienne d'ailleurs. Du coup j'ai cru comprendre que tu avais eu une nuit exceptionnelle. Waouh. Ah, il veut l'anecdote pour la fin, c'est ça? Je veux l'anecdote pour la fin et surtout après cette anecdote qui justifiera la question. Qu'est-ce qui fait ta force au jour le jour et qui fait qu'après une nuit aussi merdique, tu arrives à arriver avec autant de peps et qui te donne tous les jours de la vitamine? Alors déjà pour l'anecdote, c'est que depuis que je suis partie à Paris pour Anthony Bourbon, j'ai trouvé mon équilibre entre Paris et les Landes. Donc j'ai toujours ma maison avec mon scénic dans les Landes et j'ai un appartement à Paris, peu importe. Et du coup, hier, je devais arriver à 23h à Paris et en fait, ça s'est transformé en train de nuit parce qu'il y a eu... ils ont fait évacuer la gare de Bordeaux. Et parce qu'il y avait une valise abandonnée avec un revolver et des fils explosifs apparemment. Du coup, je suis arrivée à 7h ce matin et je n'ai pas dormi. Parce que forcément, le train, c'est pas très très confortable. Donc voilà pour l'anecdote. Et du coup, pour ta question,
C'était, je sais plus. Qu'est-ce qui fait ta force dans ce genre de cas? T'arrives avec la banane et plein de joie dans ce genre de situation. Je sais pas, alors déjà tu sais très bien que je suis pas forcément à l'aise avec le fait de me mettre en avant, tu vois, je suis bien moi quand je suis là-bas en train de... C'est cool. Non mais pourquoi? Parce que moi j'ai envie de partager, ça me fait plaisir et je me dis toujours que si je m'implique, enfin si je fais quelque chose, c'est soit je le fais à fond ou soit je le fais pas. La demi-mesure, et j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc autant y aller à fond et voir ce que ça peut donner. Ou sinon, c'est un peu ennuyant. Donc toujours, moi je suis contente de partager, découvrir, sortir de ma zone de confort. J'espère que tu as été content de ce format. Non, c'était très très cool. Mais à parler avec toi, j'ai l'impression que dans chacune des boîtes que tu accompagnes, de founders que tu accompagnes, tu mets une petite partie de toi dans le projet, Ouais. comme si tu étais dans chacune des entreprises. Est-ce que tu as cette sensation-là? Est-ce que c'est tes petits bébés à chaque fois que tu accompagnes? Ouais, déjà, en fait, je pense que c'est une question de reconnaissance un peu liée à ce que j'ai vécu et le fait qu'on me fasse confiance comme ça aveuglément et qu'on me paye pour pouvoir faire ça. Mais en fait, je me sens. C'est pas que je me sens redevable, mais c'est que je me sens extrêmement reconnaissante et je me dis que je ne dois absolument pas décevoir la personne qui justement croit en moi. Donc c'est juste une question de confiance mutuelle. Si il me fait pas confiance, on n'a rien à faire enfin, on peut rien faire ensemble. Par contre, s'il me fait confiance, moi je sais que je serai investie à 3000% parce que je me dois de le mettre au plus haut niveau de tout ce que je suis capable de faire. Que ce soit une personne que je ne connais pas ou que j'apprends à connaître. Mais je trouve que, comme je te disais, tous les parcours, on a la chance de pouvoir apprendre de plein de parcours différents. Et le fait de les découvrir et d'être aussi dans cette bulle avec eux, c'est un confort de fou. Moi, je vois, quand j'ai travaillé pour Anthony, je me suis vraiment rendu compte parce que c'était mon premier pas dans l'entrepreneuriat, dans ce monde de start-up, etc. Et quand tu vois qu'il recevait 300 messages par jour de gens qui disaient « mais je veux absolument te rencontrer, je t'en supplie, juste 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes ». Au final, tu fais le cumul de 15 minutes par jour. Ils auraient un mois déjà à consacrer aux gens qui veulent juste 5 minutes avec lui. Et c'est pareil pour chaque entrepreneur qu'on accompagne, ils sont tellement sursollicités. Et j'ai la chance, c'est qu'ils me font confiance et que aussi, ils m'aident à créer Founder. Parce que y a des choses, forcément, moi, c'est pas mon métier forcément de créer une boîte. Mais par contre, eux l'ont déjà fait. Et à chaque fois, c'est un vrai kiff parce que moi, en un seul coup de téléphone, je leur dis j'ai une question sur le truc de comptabilité qui me fait chier et tout. Ils me font ah, mais t'inquiète, tac, 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 tac. Et en fait, tu te dis, mais c'est un truc. Mais c'est une mine d'or. Donc, en même temps, j'ai la chance d'avoir ces expériences-là qui sont autour de moi. Je travaille avec eux constamment. Donc oui, quand des entrepreneurs qu'on accompagne me contacte un dimanche à 23h30, mais je vais lui répondre dans la foulée parce que je sais très bien qu'il a besoin de moi. Je me dois de lui répondre, même s'il y en a qui n'accepteraient pas. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Mais moi, ça me fait plaisir. Je suis contente. Enfin, je trouve ça ouf. Le partage, ce que moi, je peux leur apporter et ce qu'eux, ils m'apportent. Je trouve ça hyper sain en termes de relations. Et puis, t'as tellement de choses à apprendre culturellement. Intellectuellement, moi, je suis au max, je suis contente. Une dernière question qui n'est pas pour moi, mais pour les gens qui vont regarder la vidéo. Si tu devais donner un tips personnel à des gens qui n'ont pas forcément le courage de prendre la parole et de s'exprimer, ou pas l'entourage qui leur permet d'avoir cet espace pour parler, ce serait quoi le conseil que tu leur donnerais? Il faut que je fasse un face cam. Oh my god. Non, hyper compliqué. Qu'est-ce que je pourrais dire? Au final, de s'entourer forcément des personnes qui nous veulent du bien, même s'ils ne sont pas dans le même domaine, ou des personnes qui croient en vous, parce que ça te donnera vraiment l'énergie pour pouvoir oser et faire des choses. Et le faire avec le cœur. Ceux qui ne veulent pas prendre la parole, c'est peut-être qu'ils n'ont pas encore trouvé leur why ou pourquoi en fait ils voudraient prendre la parole. Et donc là, c'est juste peut-être une question de temps, de aussi se questionner et se dire qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aimerais défendre. Et à ce moment-là, je pense que le fait de prendre la parole viendra naturellement. En tout cas, il faut le faire avec le cœur et avec beaucoup de plaisir. Merci Emma. Merci à toi.